France Culture, bienvenue à tous, il est 17h. Réviser ses classiques tout en s'amusant, tester et améliorer son orthographe sans être noté. Avec Rachid Santaki, nous vous proposons une dictée et sa correction, à faire seul ou en famille, muni d'un papier et d'un crayon, en compagnie aujourd'hui du romancier Jérôme Attal. Une dictée à suivre maintenant sur l'antenne de France Culture, en vidéo sur le Facebook de la chaîne et à retrouver plus tard, si vous le souhaitez, sur le fil de vos podcasts. France Culture, la dictée géante de Rachid Santaki avec Olivia Gesbert. Et bonjour Rachid Santaki. Et bonjour Olivia. Avec nous aujourd'hui pour cette dictée, l'écrivain, blogueur, diariste, parolier et chanteur Jérôme Attal, auteur en cette rentrée littéraire d'hiver de L'âge des amours égoïstes chez Robert Laffont. Grand prix SACEM par ailleurs de la chanson française pour l'ensemble de son œuvre. Bonjour à vous Jérôme Attal. Bonjour Olivia, bonjour Rachid. Bonjour Jérôme. Plaisir d'avoir quelqu'un avec nous qui ait autant de cordes à son arc et qui manie le stylo pour plein de choses et aujourd'hui pour la dictée. Voilà, j'imagine que vous en avez un pour chaque exercice. J'en ai pris un joli là pour la dictée en espérant que ça me portera bonheur. Un 4 couleurs. 4 couleurs évidemment. Ouais. Le fameux stylo préféré des écoliers. Voilà pour ce retour aujourd'hui aux sources. Est-ce qu'il y a vraiment un âge pour les amours égoïstes, Jérôme Attal ? Est-ce que l'amour ne l'est pas toujours ? Oui, ou dans l'idéal jamais, on aimerait dire. Mais mon protagoniste, il a 26 ans, donc j'ai bien aimé fixer un peu cet âge, parce que, en tout cas pour ce qui me concerne, il y a déjà pas mal de temps, mais c'était vraiment l'âge où j'avais l'impression que tous mes camarades partaient vers des trajectoires et dans des directions dans lesquelles elle ou ils allaient rester. Et mon personnage, lui, est un peu perdu, comme ça. Et il est en dernière année de fac, il écrit un mémoire sur Francis Bacon, et précisément des toiles qu'a peintes Francis Bacon sur Vincent van Gogh. Et donc, dans cette dernière année de fac, il ne sait pas du tout où il va aller après, ce qu'il va faire de sa vie. Il n'a peut-être pas envie tout de suite de choisir une trajectoire, et il va tomber amoureux d'une fille et il va entrer de plein gré dans la fiction de l'amour et dans l'âge des amours égoïstes. Et qui est une fille, elle, d'aujourd'hui, Laura, c'est-à-dire une enfant du polyamour ou de cet âge où on croit, en tout cas, en 2022, que l'amour peut se partager. Oui, c'est un peu la contradiction de mon personnage et en quelque sorte la contradiction de l'amour, c'est que ce qu'il accepte pour lui, c'est-à-dire ne pas choisir, il n'a pas envie que la personne dont il va tomber amoureux il a plutôt envie qu'elle le choisisse lui et qu'elle ne soit pas comme il est lui dans une multitude de possibilités. Alors Nico, il est chanteur, un peu contrarié, son groupe va se dissoudre, il est étudiant, ni vraiment passionné, ni vraiment résigné, et il va donc tomber amoureux de cette trop belle et trop libre Laura. Où est-ce que cet amour-là va le conduire ? Alors, c'est sur une année de sa vie, et il va En fait, dans ce livre, il y a vraiment une traversée de l'amour. Il va passer un peu par tous les sentiments, et il va commencer par la fascination, évidemment, et puis par l'obsession. En fait, Francis Bacon m'intéresse aussi parce qu'il y a une interview de lui où où on lui demande qu'est-ce que l'amour, et il répond, mais l'amour, pour moi, c'est l'obsession. C'est l'obsession soit d'un grand maître du passé en peinture, soit l'obsession d'un visage. Et j'aime ce côté, justement, décision. Pourquoi on décide de devenir fasciné par telle personne plutôt qu'une autre ? Pourquoi on tombe amoureux ? Qu'est-ce qui implique quels sont nos choix ? Ou alors on ne choisit pas de tomber amoureux. En fait, c'est toutes ces questions, ce territoire-là, qui pour moi est très proche de ma démarche quand j'écris aussi, parce que je choisis d'aller vers telle direction dans l'écriture et d'abandonner les autres ou de les garder en suspens. Donc le territoire amoureux m'intéresse toujours. Aussi par rapport à mon écriture. C'est un bel objet littéraire, oui. Aussi, l'amour. Laura, c'est déjà l'héroïne d'une chanson qu'on connaît. Rachid, je vous entends déjà fredonner. Laura, il y a tant d'hommes que je ne suis pas, dit la chanson. Je n'ai jamais appris à donner tant d'amour. Alors, c'était la chanson d'un père à son fils, Johnny Hallyday. Chanson écrite et composée par... Jérôme Attal. Non. J'aimerais bien. Non, par Jean-Jacques Goldman. Par Jean-Jacques Goldman. Mais vous avez écrit pour Johnny Hallyday ? Oui, j'ai fait 3 chansons.
dont une coécrite avec Emmanuel Cosso, mais les deux autres, c'est Daran qui a fait la musique pour 2 chansons, et une autre, dans le dernier album, l'album posthume, c'est Maxime Nucci. Et voilà, je l'ai emmené aussi un peu vers la peinture, parce que la chanson s'appelait Un tableau de Hopper. Et puis la dernière s'appelait L'Amérique de William. C'était en hommage au photographe William Eggleston, alors qui n'est pas très connu en France, mais Johnny a trouvé ça super parce que ça lui a rappelé les photos d'Eggleston, lui a rappelé tous les paysages américains qu'il avait traversés dans son dernier trip en moto là, et donc il a chanté Eggleston. C'est assez génial. Et puis le dernier album, il y avait une dimension, il y avait une force en fait. Moi j'ai eu la chance de l'écouter un peu en avant-première, et on voyait que le type vivait ça comme une récréation face à la maladie, et aussi une recréation de ce qu'il était. Il y a une puissance, et c'est échylien, quoi, la voix de Johnny dans ces cas-là. Qu'est-ce qui fait une bonne chanson pour vous, pour le parolier que vous êtes, Oh, compositeur? c'est très simple. Moi, j'ai envie de dire, j'ai envie de la réécouter. Je vais repartir vers le côté obsessionnel des choses. Quand j'aime une chanson, j'ai une consommation de la chanson d'un adolescent ou d'une adolescente de 17 ans. Enfin, j'ai envie de la réécouter tout de suite, d'y faire ma vie. Mais moi, j'aimerais que mes romans soient aussi des objets un peu magiques, comme ça, dans lesquels on a envie de garder un peu avec soi. On retarde un peu la lecture, on a envie de l'emporter partout. J'aime cette idée que le roman et la chanson peuvent avoir cette connivence affective et cette intensité. Vous écrivez, vous, à tous les temps et dans toutes les formes, hein, on l'évoquait, ça dépend de quoi. Quand un sujet vous tient, quand ça va donner une chanson, quand est-ce que ça va donner un roman, quand est-ce que ça va donner un album jeunesse? Comment vous choisissez? Alors, dans mon grand fantasme, tout est lié. C'est-à-dire que dans la période où je vais écrire, tous les éléments de ma vie qui vont me bouleverser ou me toucher vont entrer dans les livres, et il y a des tunnels secrets entre les livres jeunesse, entre les chansons, entre les romans. Alors ça paraît un peu ambitieux, pardon, comme ça, mais c'est fait de manière très, très simple et très, très spontanée. Mais j'aime bien créer peut-être travailler sur des mêmes scènes. Il y a François Truffaut, il dit un truc que j'adore, il dit que chacun de nous, on a 3-4 thèmes qu'on n'arrête pas de ressasser tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et donc, que ce soit des chansons ou des livres pour enfants, des livres jeunesse ou des livres pour adultes ou des romans, comme le dernier, là, j'aime bien faire des tunnels, des passages secrets, voilà, pour... Et je précise d'ailleurs que l'un de vos derniers livres pour enfants ou album jeunesse, c'était La princesse qui rêvait d'être une petite fille, édité sur le label. Le label dans la forêt. Dans la forêt. Un petit éditeur. Et alors là, c'est même pas des tunnels, c'est un pont au grand jour, puisque l'album est aussi accompagné oui, il y a aussi un album, chansons, c'est un livre de disque. musique. Ouais. Oui, c'est ce petit label Rochelet fait des livres disques, ce qui est assez rare aujourd'hui. C'est quoi vos 3-4 thèmes, vous, Rachid Santaki, qui vous travaillent? Parce que Rachid ne fait pas que des dictées, il fait aussi des polars, pareil. Non, mais sur l'idée d'avoir, on peut, je pense, retrouver les obsessions d'un auteur en lisant ses livres. Effectivement, il y a des thèmes qui sont récurrents. Après, les miens, je ne les connais pas, je n'ai pas encore fait de thérapie. Ouais, il va falloir, à un moment, s'allonger. La dictée revient souvent. Oui, la dictée est l'une de vos obsessions. Juste encore dans ce roman, L'âge des amours égoïstes, qui vient de paraître chez Robert Laffont, Jérôme Attal, on retrouve alors je ne sais pas si ce sont vos idoles, mais en tout cas des figures inspirantes, hein. Vous avez déjà cité Bacon. Il y a Gainsbourg aussi qui a quand même une place importante dans ce livre. Hein. Et finalement, c'est très lié parce que moi, quand j'avais 20 ans, je pense que c'est Gainsbourg qui m'a amené vers la peinture de Bacon, en parlant, en citant. C'était ce que j'adorais chez Gainsbourg, c'est que c'était un univers qui allait au-delà des chansons, au-delà du texte. Il y avait tout un univers. Quand il brûle ce billet de 500 francs à la télévision, c'est l'alcool et le feu. Ça renvoie à l'univers symboliste dont il va se revendiquer. Enfin, j'aimais bien cette richesse qui était en même temps pareil d'une simplicité, avec un côté un peu comme ça aussi, un peu très décontracté. Mais je pense que j'ai découvert Bacon grâce à Gainsbourg. Et j'adore, c'est très beau, c'est ce qu'on aime dans la culture. Et il y a des choses qui nous touchent, des livres, on a une espèce de choc comme ça en découvrant des livres ou des œuvres ou des films, et tout d'un coup on va passer d'un livre à un autre, d'un auteur à un autre, et c'est ça qui est passionnant dans la culture. Et là, votre héros, Nico, va jusqu'à piquer la petite tête de chou qui est à côté de la tombe de Gainsbourg, au cimetière, et la remettre.
elle se dérobe et se replace aussi facilement? Non, il veut l'offrir à une fille et puis il trouve jamais le moment. Alors il se balade dans Paris avec sa tête de chou sous le bras. Les années folles, c'était le thème ou la période de votre précédent roman, 37 étoiles filantes, où vous reveniez notamment sur la relation fantasmée par vous-même entre Sartre et Giacometti, entre le philosophe et le sculpteur. Et puis, indiquons qu'un petit éloge du baiser vient de paraître aux éditions Pérégrine. C'était en octobre dernier. Ouais. Parier sur le baiser par ces temps de pandémie et de masque, c'est très osé. Vous nous donnerez la recette après la dictée. D'abord, il va falloir bosser. Comment ça va se passer? 3 lectures. La première pour vous mettre le texte dans l'oreille, Jérôme Attal. La seconde pour prendre note. Et la troisième, ensemble, pour corriger. Qu'avez-vous choisi, Rachid Santaki, pour aujourd'hui? Alors, j'ai choisi un extrait de La Reine Margot d'Alexandre Dumas. Voilà, le texte choisi. Alors, par le père, un des 3 mousquetaires. Voilà. Je ne sais pas si vous êtes un lecteur de classiques aussi, Dumas ou autres grands auteurs du 19e, avec cette fois cette Reine Margot, publiée en 1845 pour la première fois, feuilletonnée, comme souvent avec Dumas, avant la sortie du roman, adapté au cinéma par Patrice Chéreau, avec Isabelle Adjani, qui va donner toutes ses lettres de noblesse à Marguerite de Valois, qui était la femme d'Henri IV, le jeune roi protestant de Navarre. Et puis on se souvient de ce roman ou de ce film de sang et de larmes dans la France des guerres de religion. Je l'avais vu au Kino Panorama, qui n'existe plus. Dans le 15e arrondissement. Exactement, qui avenue était de la un Motte super Piquet, cinéma. qui est devenu une salle de sport. Voilà, Ah bon? ça dit beaucoup de l'époque. Très bien. On va passer à la dictée avant de déprimer. Voilà. Je vais vous préciser le passage, le contexte de la dictée. Donc, il s'agit du second chapitre. Le duc de Guise trouve sur la table de son appartement un billet dans le fourreau de son couteau. Il s'agit d'un mot lui conseillant de s'armer s'il retournait pendant la nuit au Louvre. Le duc demande alors à son valet sa jaquette et son épée. Est-ce que vous Je retire ma jaquette vous pour... retirez la Voilà, vôtre. j'espère que vous n'avez pas d'épée. Ah. Donc, Il sort son épée stylo, 4 couleurs, et la jaquette retirée, on va pouvoir y aller. Première lecture, pour l'instant, il faut juste les oreilles. Très bonne dictée à toutes et à tous. Le valet de chambre, habitué à ces mutations de costume, apporta l'une et l'autre. Le duc alors revêtit sa jaquette qui était en chaînon de maille, si souple que la trame d'acier n'était guère plus épaisse que du velours. Puis il passa par-dessus son jaque des chausses et un pourpoint gris et argent qui étaient ses couleurs favorites, tira de longues bottes qui montaient jusqu'au milieu de ses cuisses, se coiffa d'un toquet de velours noir sans plumes ni pierreries, s'enveloppa d'un manteau de couleur sombre, passa un poignard à sa ceinture et, mettant son épée aux mains d'un page, seul escorte dont il voulut se faire accompagner, il prit le chemin du Louvre. Point final. J'ai adoré les mutations de costumes. Parce que demain matin, en m'habillant, je vais penser à ces mutations de costumes. Alors, c'est parti. De l'autre côté du poste, vous qui êtes avec nous, préparez votre feuille blanche, votre stylo. Rachid reprend son souffle et on y va. Le valet de chambre, virgule, le valet de chambre, virgule, habitué à ces mutations, habitué à ces mutations, le valet de chambre, virgule, habitué à ces mutations de costume, virgule, à ces mutations de costume, virgule, le valet de chambre, virgule, habitué à ces mutations de costume, virgule, apporta l'une et l'autre, point. Apporta l'une et l'autre, point. Apporta l'une et l'autre, point. Le duc, alors revêtit sa jaquette, virgule.
le duc alors revêtit sa jaquette, virgule, qui était en chaînon de maille. Le duc alors revêtit sa jaquette, virgule, qui était en chaînon de maille, si souple, qui était en chaînon de maille, si souple, que la trame d'acier, je répète, qui était en chaînon de maille, si souple, que la trame d'acier n'était guère plus épaisse, si souple que la trame d'acier n'était guère plus épaisse que du velours, point virgule, que du velours, point virgule. Donc je répète que la trame d'acier n'était guère plus épaisse que du velours, point virgule. Fin de la dictée pour les écoliers. Puis il passa par-dessus, puis il passa par-dessus son Jacques, puis il passa par-dessus son Jacques des chausses, puis il passa par-dessus son Jacques des chausses, et un pourpoint, gris et argent, virgule, gris et argent, virgule. Puis il passa par-dessus son Jacques des chausses et un pourpoint gris et argent, virgule, qui était ses couleurs favorites, virgule, qui étaient ses couleurs favorites, virgule, tira de longues bottes, donc je répète, qui étaient ses couleurs favorites, virgule, tira de longues bottes qui montaient jusqu'au milieu, de ses cuisses, virgule, qui montait jusqu'au milieu de ses cuisses, virgule. Donc je répète, tira de longues bottes qui montaient jusqu'au milieu de ses cuisses, virgule. Se coiffa d'un toquet, de velours noir, sans plumes, ni pierreries, virgule. Se coiffa d'un toquet de velours noir, sans plumes, ni pierreries, virgule. S'enveloppa. Vous avez choisi la plus longue phrase du texte, non? Je suis en apnée, pardon. Se coiffa d'un toquet de velours noir, sans plumes, ni pierreries, virgule. S'enveloppa d'un manteau de couleur, sombre, virgule. Donc je répète, d'un toquet de velours noir sans plumes ni pierreries, virgule. S'enveloppa d'un manteau de couleur sombre, virgule. Passa un poignard à sa ceinture, virgule. Je répète, s'enveloppa d'un manteau
de couleur sombre, virgule, passa un poignard à sa ceinture, virgule, et, virgule, passa un poignard à sa ceinture, virgule, et, virgule, mettant son épée, je répète, passa un poignard à sa ceinture, virgule, et, virgule, mettant son épée aux mains d'un page, virgule, et, virgule, mettant son épée aux mains d'un page, virgule, aux mains d'un page, virgule, seule escorte, dont il voulut, seule escorte, dont il voulut se faire accompagner, virgule. Je répète, et virgule, mettant son épée aux mains d'un page, virgule, seule escorte dont il voulut se faire accompagner, virgule, il prit le chemin du Louvre, point final. Je répète, seule escorte dont il voulut se faire accompagner, virgule, il prit le chemin du Louvre, point final. Voilà pour la deuxième lecture. Merci beaucoup, Rachid Santaki. Comment ça s'est passé? Par contre, ça va mal se passer après, parce que je crois que c'est au Louvre que ça va commencer à blaster un peu. Mais alors, oui... C'était le point final de la dictée, hein, pas du livre ni de l'histoire, hein, ça c'est sûr. Oui, ça a été? Oui, j'ai quelques doutes quand même, mais on verra. Le doute est sain. Est-ce que vous voulez y réfléchir un petit peu ou c'est pas des... Non. Le sens est là, d'accord. Je suis là. Bon, alors on va entamer cette correction tous ensemble pour cette dictée et vous allez nous y aider, Jérôme Attal. Le valet de chambre. Le valet, comment vous l'écrivez? Je l'écris V-A-L-E-T. Très bien, de chambre. Habitué à ces mutations de costume. Alors, là arrive le premier doute. Oui, je me suis demandé. On l'aurait tous eu. Si ça avait été Superman, Superman n'a qu'un seul costume. Donc, c'est des mutations d'un seul costume. Il a son pyjama que tout le monde connaît, bleu et rouge. Mais là, quand même, je me suis dit, ils avaient plusieurs costumes. Donc, j'ai mis un S. Ah, c'est là qu'a été votre premier doute. Et vous n'avez pas hésité entre le possessif et le démonstratif. Ah, pardon, c'était là-dessus que vous m'interrogez. Je ne sais pas, non, c'est sur les deux. Non, j'ai mis CES. C'est très bien. Très bien, démonstratif, voilà. Effectivement. CES, mutation S, de costumes. Il y en a plusieurs. Voilà, je me suis demandé ça. Donc le valet habitué et à ces mutations S, de costume S, comme vous l'avez parfaitement intuitivement imaginé, Jérôme Attal apporta l'une et l'autre. Alors on est sur du passé simple quasiment tout le long de cette dictée. Là c'est très simple pour un verbe du premier groupe comme apporter, apporta à la troisième personne du singulier, l'une et l'autre. Apporta l'une et l'autre quoi? L'une et l'autre. Hein? Elle est bizarre cette phrase parce qu'il met un point alors, tout de suite. Le valet de chambre, je le précisais tout à l'heure dans le contexte de la dictée, il demandait sa jaquette et son épée. Oui, pardon, c'est ça. Voilà. Le valet de chambre, habitué à ces mutations de costume, apporta sa jaquette et son épée, l'une et l'autre. Le duc, alors, revêtit sa jaquette. On commence par elle. Avec ce revêtir qui est donc une conjugaison du verbe revêtir au passé simple, troisième personne du singulier. Vous l'écrivez comment? J'ai mis TIT. TIT, et vous n'oubliez pas sur le E. Le petit accent. Le grand accent circonflexe. Le grand accent. Le bel accent circonflexe. Ah, je ne l'ai pas mis, pardon. J'avais mis, je crois, un accent aigu. Ouais, non, c'est accent circonflexe pour revêtir. R-E-V-E, accent circonflexe, T-I-T, parfait. Sa jaquette. J-A-Q-U-E-2-T-E. Oui, j'ai pensé aux téléjaquettes quand j'étais adolescent. C'était un magazine et je me suis dit que ça allait... La Reine Margot, Isabelle Adjani, téléjaquette. Téléjaquette, qui était en chaînon de maille. Pas comme votre pull aujourd'hui. Alors, comment vous l'avez imaginé? Comment vous avez pensé l'écrire? Alors, c'est pareil. C'est ou ce chaînon de maille? Mon doute a été sur l'accent circonflexe, sur le i ou pas. Oui. Et finalement, j'ai décidé comme sur... Il y en avait un. D'accord. J'ai donc décidé qu'il y en avait un. Voilà. Mais vous pouvez corriger en rouge puisque vous avez... Non, il fallait passer au rouge avec votre stylo 4 couleurs. Pardon.
qui était donc en chaînon de maille, déjà singulier ou pluriel pour ces chaînons ou ce chaînon, maille, pluriel ou singulier, pour ces deux mots en fait? J'ai eu envie de mettre du singulier partout. Alors Alexandre Dumas, lui, a eu envie de mettre du pluriel Des chaînons, partout. effectivement. Il imagine Ah que oui, pour que wow. sa jaquette fonctionne, il faut des chaînons Ah, bien des avec chaînons. plusieurs mailles. Si souple du coup avec un S aussi. Donc chaînon, C-H-A-I, accent circonflexe, N-O-N-S. De maille, M-A-I-2-L-E-S. Du coup, on accorde l'adjectif souple, S-O-U-P-L-E-S, que la trame, avec un seul M, pas d'accent circonflexe, d'acier, A-C-I-E-R, n'était guère plus épaisse que du velours. Pas de difficulté jusqu'ici, c'est la trame, donc était, l'auxiliaire être s'écrit E-T-A-I-T, guère, G-U-E, accent grave R-E, plus épaisse de S-E que du velours. Velours V-E-L-O-U-R-S. Oui. Et j'ai trouvé ça très beau, cette phrase. La trame d'acier n'était guère plus épaisse que du velours. C'est vrai. C'est assez stylé. Sur le mélange des matières et des sonorités. rigidités aussi. Et velours, toujours avec un S. Fin de la dictée, disiez-vous, pour les écoliers. Puis, il passa par-dessus son jac des choses. Alors, moi, je ne savais pas ce qu'était un jac. Pour être franche, je suis allée vérifier. C'est une sorte de pantacourt, non, de l'époque? Non, c'est plutôt une jaquette, un pourpoint à manches rembourré. C'était ces vêtements à mailles de protection qu'on portait aussi au Moyen-Âge. Et Jacques s'écrit de deux manières possibles. Vous l'avez, vous, orthographié comment? Alors, Jérôme Attal. je me suis dit que si c'était un musicien, par-dessus son jack de guitare, ça aurait Oui, ça été ressemblait. J-A-C-K, mais c'était pas ça, c'était pas le propos. Donc je l'ai écrit comme le prénom, Jacques, J-A-C-Q-U-E-S. Voilà, sans le S en fait. Ah, Oui. sans le S, réalité. d'accord, très bien. C'est masculin ou féminin, selon l'usage, et c'est avec CQ ou simplement Q. Donc J-A-Q-U-E ou J-A-C-Q-U-E. Les deux écritures se rejoignent et sont justes pour ce Jacques. Et là, il est au masculin. Là, il est au masculin et avec CQ. Ouais. Des choses, il passa par-dessus, donc on n'oublie pas le trait d'union entre part et dessus, son Jacques. Des choses, comme chaussures, on pense à ça, C-H-A-U-2-S-E-S. Et un pourpoint. Pourpoint. Alors, je suis comme vous, j'avais très envie que cette phrase se termine, il n'y avait que des virgules, donc j'ai écrit pourpoint, P-O-U-R-P-O-I-N-T, comme pourpoint. En un mot, Oui. Parfait. Vous avez un côté un peu dandy quand même aussi, hein, tout ce qui relève du registre vestimentaire, ça va, ça fait partie de vos acquis. Oui, mais sans hystérie non plus. Et un pourpoint gris, G-R-I-S tout simplement, et argent, A-R-G-E-N-T, qui était ses couleurs favorites. Alors, on passe au pluriel pour l'auxiliaire être. Vous l'avez? Oui, bien sûr. Jérôme Attal. A-I-U-N-T. Ses couleurs favorites, là, on est sur un possessif, S-E-S. Puis S à couleur, S à favorite. Tira de longues bottes, pas de difficulté, bottes, B-O, De T-E-S. de T-E-S, qui montaient A-I-E-N-T jusqu'au milieu de ses cuisses. C-U-I-2-S-E-S, on pense bien au possessif, ce sont ses cuisses à lui. Se coiffa, C-O-I-2-F-A, d'un toquet T-O-Q-U-E-T, de velours, toujours avec un S, noir, sans S en revanche, sans plume ni pierrerie. Alors, sans plume ni pierrerie, comment vous y allez pour le coup? Je suis allé au pluriel, je me suis dit qu'il y avait plusieurs plumes et plusieurs pierreries. En réalité, il n'y a pas de S à plume. Donc, il n'y en a aucune, réellement, sans plume. Sans plume, ma question, c'est sans plume. Il n'y a pas de plume, donc on n'en a pas du tout. Et pour le coup, il y en a vraiment aucune. Il n'y en a pas sans une plume. Voilà, c'est un toquet de velours sans une seule plume. Ni pierrerie. Et la pierrerie, en revanche, s'écrit toujours au pluriel. C'est un mot, nous rappelle le Larousse, qui n'existe jamais et qui ne s'emploie jamais au singulier. Voilà. Et ces pierreries, ce sont des pierres précieuses taillées. Voilà ce qui les différencie de la pierre fine ou de la pierre précieuse. Les pierreries sont taillées, par définition. Et elles sont toujours au pluriel. Voilà, donc sans plume, ni pierrerie, s'enveloppa avec 2 P, d'un manteau de couleur sombre, C-O-U
L-E-U-R, sombre, S-O-M-B-R-E, manteau, E-A-U, pas de difficulté. Passe à un poignard, on n'oublie pas le D à poignard, le D muet, on pense à poignarder, oui. Comme le précise Rachid, à sa ceinture, S-E-I-N-T-U-R-E, et mettant son épée aux mains d'un page. Alors, il a combien de mains C-E-I-N-T-U-R-E pour ceinture. Et mettant son épée aux mains d'un page, il a combien de mains le page pour vous, Jérôme Attal? Il y en a 2. Ouais. Donc A-U-X. Il se sert des 2 pour prendre l'épée. Hein. Aux mains A-U-X. Aux mains M-A-I-N-S d'un page. Page, vous voyez ce que c'est? Oui, c'est celui qui l'accompagne un peu pour les besognes, un peu de mutation de costume. Voilà. Seul escorte non féminin, donc on n'oublie pas le E à seul. S-E-U-L-E, une escorte, dont il voulut se faire accompagner. Petite difficulté sur ce verbe vouloir, conjugué ici, à quel temps pour vous, Jérôme Attal? Comment l'avez-vous écrit? Alors je l'ai écrit V-O-U-L-U-T, comme des volutes non précisées. Il fallait ne pas oublier, ne pas omettre l'accent circonflexe sur le U, parce qu'on est ici à l'imparfait du subjonctif. Mais effectivement, la question se pose avec le passé simple que vous venez d'évoquer, sans l'accent circonflexe. Ici, le subjonctif exprime une réticence, une restriction qui est induite par le seul qui précède escorte, un seul escorte dont il voulut se faire accompagner. Voilà, c'est un subjonctif de restriction. Sans cela, qu'est-ce qu'on oublie? On arrive presque au bout. De se faire accompagner, infinitif. Infinitif, il prie, donc il prie le chemin. C'est prendre et pas prier, puisqu'effectivement ça va peut-être barder pour lui après. Ouais. Tellement. Donc c'est P-R-I-T. Le chemin du Louvre. On n'oublie pas la majuscule à Louvre. Ce qui était drôle, c'est qu'il y avait un point c'est toujours compliqué d'employer les points-virgules quand on écrit dans un texte. Je ne sais pas si, Rachid, c'est compliqué pour vous, mais moi, quand j'écris un texte, je trouve le point-virgule, il y a toujours un aspect un peu compliqué. Et là, ce qui est rigolo, c'est que on dirait le poignard. On dirait que dans cette phrase, cette longue phrase, il s'habille aussi dans la rythmique et dans la ponctuation. La ponctuation fait partie de l'habillage de ce duc de Guise. Non ? Combien de fautes pour vous, Jérôme Attal? Alors, des fautes d'accent circonflexe. Mais comme j'en ai un sur mon prénom, je peux peut-être switcher. Mais non, j'ai fait quand même 3 fautes. J'ai fait 3 fautes à Jacques, notamment, où j'avais mis un S. Non, 4 fautes. À Plume. Et puis les accents circonflexes sur Chaînon et Voulu. Bon, niveau de difficulté pour vous? Ça m'a semblé assez simple. Je pensais que ça allait être plus terrible que ça. Non, vous avez passé un bon moment. Mais agréable. Délicieux. Très bien, c'était l'objectif. Et l'intégralité de la dictée est à retrouver sur franceculture.fr, à la page de la dictée. On n'aura pas eu le temps de parler du baiser. Vous préférez les donner ou les recevoir, les baisers, Jérôme Attal? Vaste question, mais je préfère les recevoir. Et vous n'êtes pas le seul, visiblement. Oui, c'est vrai. Ça vous rapproche d'un certain... Cyrano? Non. Keith Richards. Keith Richards, oui, pareil, exactement. Visiblement, ouais, d'après ce que vous racontez dans le livre. Petit éloge du baiser, historique. Jérôme Attal. Et ne vole jamais de baisers. Il attend qu'on les lui donne. Voilà, il y a tout un éloge et c'est un très joli texte. Petit éloge du baiser, que vous avez des fragments que vous avez rassemblés autour de cet art-là. Merci d'être venu nous en parler, Jérôme Attal. On se quitte avec Comme elle se donne, chanson de vous. Ah oui, c'est vrai. Extrait de l'album éponyme, je crois. De Russie, Dolores, il n'y a plus de métro. Ses traits se confondent au cordon des rideaux. Elle parle de la pluie qui n'est qu'un lointain songe et d'une robe incroyable, vue à Londres. Entr'ouvre la fenêtre, il fait chaud à mourir. Tu as vu, j'ai mis ce con de Romain sur la touche. Comme la candeur de Clémence la surprend de désir. Elle met le dos de sa main sur la bouche. La dictée, une émission préparée par Corinne Amar. Toutes les infos sont à retrouver sur franceculture.fr. Émission réalisée par Mediaportis Guérin. À la vidéo aujourd'hui, c'était Maïwen Lejehan et à la technique au studio avec nous, Jean Frédérix. Un grand merci à eux. Très belle fin de journée à vous sur France Culture.